Cette troisième vidéo, à propos de la station thermale de Vittel, sera consacrée à la période 1912-1929, qui précédera la grande et ultime rénovation des thermes et du casino des années 30. Cette période se caractérisera plutôt par la continuation des styles éclectiques et art nouveau de l'époque précédente. L'année 1912 sera marquée par deux transformations du site, avec la création d'une nouvelle chapelle en remplacement de la chapelle de Charles Garnier et la démolition de l'hôtel de l'établissement, trop petit et ne répondant plus aux critères de confort demandés par les curistes. La nouvelle chapelle fut dédiée à Saint-Louis, en hommage à Louis Bouloumier, le fondateur de la station thermale. C'est un édifice de style néo-roman, marqué par une grande homogénéité architecturale, du fait qu'elle a été construite en seulement quelques mois. Elle comporte une nef centrale et deux collatéraux. Outre les chapiteaux ornés de volutes stylisées, une originalité de style réside dans les lucarnes ovoïdes qui ornent la voûte en berceau de la nef. La construction du Grand Hôtel débuta en 1912. Lors de la déclaration de guerre, le 4 août 1914, l'hôtel était en cours d'aménagement intérieur. Les travaux furent alors interrompus pour ne reprendre qu'après la guerre. Cet hôtel existe toujours. Actuellement, pour s'y rendre, en venant des thermes, on monte par un escalier monumental encadrant une fontaine. Il permet d'accéder à une terrasse dominant le parc. La façade principale est située sur l'autre côté, donnant autrefois sur un jardin à la française, maintenant à l'abandon. En élévation, du côté jardin, l'hôtel associe deux styles. Les étages ont été construits selon le style Louis XIII, avec alternance de murs de briques rouges et de pilastres de pierre encadrant les fenêtres et les structures architecturales. Au centre de la façade, un corps en avancée comporte l'entrée principale. Le rez-de-chaussée, par contre, évoque l'architecture classique et comporte un portique à colonnes doriques ouvrant sur la salle à manger et sur une enfilade de salons et de halls réservés aux activités journalières des curistes. La colonnade se poursuit perpendiculairement du côté des jardins. Actuellement, la totalité des hôtels construits lors des années de splendeur de la station thermale que j'ai évoqués à la fin de ma seconde vidéo sont à l'abandon et envahis par la végétation. C'est le triste constat que l'on peut faire en se promenant dans le secteur.
Cette époque fut aussi celle de nouveaux aménagements du parc thermal, situé entre le champ de course et les thermes. Le parc thermal présente deux caractéristiques principales. C'est, en premier lieu, un jardin à l'anglaise comportant une grande variété d'arbres qui s'insèrent harmonieusement dans le paysage naturel de collines boisées. De vastes allées offrent de larges perspectives sur le parc. Elles sont pourvues de bancs qui permettent de goûter du calme et de l'air pur. En outre, de nombreux massifs floraux égayent les carrefours de ces allées. On y trouve aussi des cours de tennis et des jeux de boules. Beaucoup de gens s'y promènent, font du vélo ou du jogging. Cet aménagement du parc entre dans le cadre d'une évolution des conceptions thermales marquée par l'hygiénisme. Aux soins prodigués dans l'établissement thermal s'ajoute une ambition de remise en forme corporelle et de dépaysement dans un cadre agréable et reposant, incitant à la promenade et aux activités physiques. Ce parc cependant présente une seconde caractéristique, directement en rapport avec l'histoire architecturale que je présente dans cette vidéo. Il suffit pour le montrer de se rendre dans la grande allée cavalière qui relie les thermes à un massif floral circulaire. On y côtoie en effet deux aménagements conçus et réalisés par l'architecte de la station thermale des années 20, Fernand César. Celui-ci s'inspira de l'art nouveau de l'école de Nancy pour créer les lampadaires du parc en 1928 et les chalets en 1923-24. Ce sont ces deux créations que je me propose de décrire en commençant par les lampadaires de l'Art nouveau. Les décors des lampadaires sont un parfait exemple de l'Art nouveau de l'école de Nancy. Ils présentent des alignements de fleurs stylisées le long de la hampe du lampadaire. On reconnaît facilement les alignements de roses. Par contre, je n'ai pas pu identifier les autres plantes représentées. En ce qui concerne les chalets, rendons-nous d'abord dans le parc des enfants. Il fut créé par la famille Bouloumier pour les enfants des curistes. Ce parc leur permettait de s'épanouir physiquement sous la conduite de moniteurs d'éducation physique et d'infirmières, en bénéficiant du bon air et du calme de la campagne. Un des côtés du parc est occupé par un chalet dit des enfants. Il comporte un pavillon central assorti de deux ailes latérales. Le jardin, tout comme le chalet, sont inoccupés et semblent à l'abandon. Un autre pavillon dit des jouets jouxte le parc des enfants. C'était autrefois un magasin où l'on vendait de tout, y compris, bien entendu, des jouets. Le pavillon
comme tous les autres pavillons créés par Fernand César, est construit au moyen d'une armature de bois avec soit remplissage de briques, soit utilisation pour une vitrine d'exposition des produits à vendre. Les peintures sur bois associent le vert et le jaune, ce qui crée de gracieuses associations au niveau des consoles portant la faîtière de l'auvent du toit. Le chalet des ânes, comme son nom l'indique, était une écurie pour les ânes et constituait une annexe du jardin d'enfants. Les ânes étaient soit montés, soit attelés à de petites charrettes pour les promenades des plus petits. Le chalet était composé d'un colombage irrégulier de troncs de bois aux formes biscornues, à peine équarries, qui forment des motifs évoquant des branches d'arbres. L'ensemble fait penser aux arbres en espalier que traditionnellement on plantait devant les maisons. Il évoque aussi les petites cabanes des contes de fées, comme celle des nains dans l'histoire de Blanche-Neige. Le pavillon des toilettes, appelé autrefois chalet des anses, jouxte les terrains de boules et est construit, comme les autres chalets, au moyen d'une armature de bois. En façade, la partie centrale du bâtiment est en forme de demi-octogone. Elle comporte 3 portes, dont 2 donnent accès aux toilettes des hommes et à celles des femmes. En avant de cette partie centrale, un large auvent, également de forme demi-octogonale, se compose de 3 arcades portées par des poteaux de bois. Alors que sur les 3 côtés du chalet, le remplissage de l'armature de bois est effectué en briques vernissées, le remplissage de la partie centrale est beaucoup plus soigné. Avec des panneaux de bois à claire-voie, des baies vitrées à petits carreaux aux boiseries vertes soulignées de jaune, et surtout de panneaux de céramique figurant des oiseaux dans des paysages conventionnels de nature. Le pavillon suivant est appelé Eudebert. Il porte le nom d'un boulanger de Nanterre qui eut l'idée, en 1903, de recueillir le pain invendu de sa boutique pour fabriquer un produit nouveau, la biscotte. Dans ce pavillon, on vendait des biscottes, mais aussi toute une gamme de produits diététiques. Les médecins, dès cette époque, préconisait aux curistes en surpoids de suivre un régime pour maigrir. Un restaurant diététique avait même été créé dans la station. Le pavillon Eudebert faisait partie de ce dispositif orienté vers le mieux-être des curistes. On retrouve dans ce pavillon les mêmes techniques de construction que dans les autres édifices. Armature de bois peint en vert et jaune, remplissage soit de briques vernissées, soit de vitrines de présentation des produits à vendre, et surtout auvent de toit
porté par un enchevêtrement de corbeaux de bois ouvragé. Le pavillon d'émeraude est selon moi un des plus beaux de tout le parc. Il comporte, comme d'ailleurs le chalet des Jouets et le pavillon Eudebert, un bâtiment principal et une excroissance à l'arrière servant d'arrière-boutique. Le bâtiment est de forme carrée. Les angles du carré ont été recoupés, créant ainsi 4 pans de coin. 2 de ces 4 pans comportent les portes d'entrée du pavillon. L'intérêt de ce pavillon réside dans la décoration de son toit. Au-dessus des 4 pans de bois, des pignons de bois portent de hautes hampes. À mi-hauteur de ces hampes sont accrochés des décors de métal figurant un oiseau tenant un anneau dans son bec. Ces décors servent d'enseigne aux bijoutiers qui tenaient boutique dans ce pavillon. Au centre du toit à 4 pans fut érigé un lanterneau, terminé par un toit en forme de casque turco-persan. Ce casque est entouré de hampes évoquant des épées dressées. Il y aurait beaucoup d'autres curiosités datant du début du XXe siècle à montrer dans ce parc. Je me contenterai d'en faire une rapide nomenclature sous forme de présentation de photos avant de clore cette vidéo par la présentation de la roseraie.